C'est souvent quand ce cadre est mal posé à l'entrée, même pendant la phase de prospection, que la relation après dans le coaching et dans l'accompagnement se passe mal. On se crée soi-même un espèce de triangle dramatique de Karpman où on se met en soumission vis-à-vis du client. Tout ce que vous mettez dans le cadre doit être formalisé par un contrat. Enchaîner les séances de coaching et avoir l'impression de pédaler dans la semoule, de ne pas réussir avec ses clients, c'est quelque chose qui touche pas mal de coachs. J'aimerais savoir, Mehmet, aujourd'hui, toi qui coaches depuis des années, est-ce que c'est une situation que tu as vécue? Comment tu l'as vécue? Et puis après, on verra surtout les solutions que tu as pu mettre en place pour débloquer tes clients beaucoup plus rapidement. Comment ça va, Mehmet? Eh ben écoute, ça va bien, salut. Bon, je cafouille un peu, mais donc, salut Baptiste, merci. Ça y est, moi aussi tu me fais bafouiller. Là, tu Salut peux. Baptiste. Ouais, attends, je vais juste rempiler là-dessus. Salut Baptiste, merci, je vais bien et j'espère que toi aussi. Alors pour ce sujet qui est quand même relativement important, il y a un premier point qui me semble clé. On en avait parlé aussi dans l'autre vidéo, c'est d'abord de bien comprendre en fait la problématique des personnes qu'on accompagne. Ce qui me semble important là-dedans, c'est surtout de comprendre les enjeux mentaux, émotionnels, ce qui peut en fait être des triggers profonds pour les personnes qu'on veut accompagner. Mais ce qui va être important, et ça je l'ai constaté aussi avec la pratique, c'est que quand on a quelqu'un à accompagner, ce qui permet d'aller au résultat, en tout cas dans une pratique de coach, puisque je sais que chez les thérapeutes, c'est pas forcément toujours la même chose, c'est simplement de garder un cadre très clair sur l'accompagnement et garder en ligne de mire l'objectif pour lequel on accompagne la personne. Ce que je remarque dans dans la pratique des coachs que j'accompagne, puisque j'accompagne aujourd'hui d'autres coachs à faire comme moi, ce que je constate en fait, c'est la manière dont chacun va cadrer dès le départ l'accompagnement et comment à l'intérieur de l'accompagnement, la personne va pouvoir descendre au niveau de conscience de son client. Et souvent, le cadrage dont je parle, il doit être fait et mis en place même pendant la phase de prospection. C'est-à-dire que à ton contact, chaque prospect doit se dire, tiens, avec lui, il y a un cadre et à chaque fois qu'on se parle, il y a un début, une fin et entre les deux, il se passe des choses. Et c'est souvent quand ce cadre est mal posé à l'entrée, même pendant la phase de prospection, que la relation après dans le coaching et dans l'accompagnement se passe mal. C'est 90% des problématiques que je rencontre chez les coachs que j'accompagne actuellement. Et l'idée, c'est que ce cadrage, il vient évidemment dans la phase, tu sais, de découverte, mais également quand on commence avec le client. Imaginons, la prospection s'est terminée, la personne veut bosser avec toi, elle a signé justement pour bosser avec toi. Là, en fait, il va falloir non seulement instaurer un cadre écologique où la personne peut s'exprimer, mais où le coach garde son pouvoir pour donner la direction. Et c'est ce cadre qui va lui, en fait, sécuriser la suite. Pourquoi est-ce que ça a autant d'importance? Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce cadre, je vais mettre tout ce qui, moi, en tant qu'accompagnant, me permet d'être libre. Et c'est souvent là que les problèmes apparaissent. Pourquoi? Si on est au début de notre activité en tant qu'accompagnant, on va en fait avoir une espèce d'appréhension de ne pas vouloir froisser son client, surtout quand c'est les premiers. On se dit, bon, c'est pas grave, je prends les personnes, même si j'ai pas totalement identifié, mis un cadre sur le problème, l'objectif, etc. L'idée, c'est que chaque fois qu'on fait ça, on se crée soi-même un espèce de triangle dramatique de Karpman où on se met en soumission vis-à-vis du client. Ce qui fait qu'on prend une posture qui est celle de l'accompagnant secrétaire. Alors, c'est très caricatural ce que je vais dire, mais souvent, quand on a les premiers clients ou qu'on est dans cette relation un peu toxique avec le client, on se sent l'obligation de lui répondre 24 heures sur 24, d'être là pour ses moindres desiderata et d'être à fond à 100% avec lui. Ça part d'une bonne intention et on pourrait croire que c'est noble et c'est ok de faire comme ça, mais avec l'expérience et le temps, j'ai compris que chaque fois qu'on se mettait dans ce genre de relation toxique avec ses clients, ça crée une relation plus et moins.
plus pour le client parce qu'il se sent le droit de tout dire, tout faire, etc. Et moins pour l'accompagnant parce que l'accompagnant se sent au service presque en soumission vis-à-vis de son client. Ça crée un gap émotionnel intérieur et ça oblige le coach à avoir ce côté finalement secrétaire à répondre à tous les besoins de son client. Ce qui est justement à éviter puisque si on veut pouvoir redonner la souveraineté au client et aux problèmes qu'il est venu résoudre avec nous, il faut également lui redonner de l'autonomie. Bien évidemment qu'entre les séances, le client a tous les droits pour venir nous envoyer des messages, etc., lui donner des réponses. Mais si le travail durant les séances a bien été cadré, a été bien fait, le client peut simplement partir de ce qu'il a fait comme travail avec vous dans les séances, repartir avec ça et le travailler jusqu'à la prochaine séance. Et théoriquement, il ne devrait même plus avoir besoin de vous contacter parce que vous avez été suffisamment dans les changements de type 2 dont on a parlé dans l'autre vidéo pour pouvoir justement avoir cet impact sur votre client et que lui puisse se transformer et travailler sur sa transformation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est chaque fois qu'on se met en plus-moins, si le client a cette posture de tout-puissant et qu'on doit être à son service, on n'arrive plus à le challenger ou à lui amener en fait ses problématiques. Et donc là, le risque, c'est que le client, il va faire quoi? Il va attendre de vous les résultats et que vous vous mettiez en fait à son travail, à son service pour régler son problème. Et dans les métiers de l'accompagnement, coach, thérapeute, énergéticien, j'en oublie sûrement, mais consultant. Alors consultant, c'est un peu différent, mais sur les 3 premiers, il y a vraiment, selon moi, et je donne ma vision des choses, on a un rôle d'autonomisation. Le client doit être dans sa responsabilité pour prendre son problème à bras-le-corps et nous sommes force de moyens et d'amener tous les moyens qui sont en notre possession, nos connaissances, nos outils, tout ce qu'on peut lui apporter, mais c'est la responsabilité du client de savoir justement s'autonomiser à sortir de son problème. Et évidemment, dans ce cheminement vers la solution et vers son objectif, eh bien, le rôle de l'accompagnement, l'accompagnant, il est là justement par le biais de l'accompagnement de lui amener tous les moyens possibles et imaginables pour que ce client puisse aller atteindre son objectif. Et c'est là où justement quand le cadre n'est pas bien posé, que la relation est mal posée et surtout qu'on est dans cette dépendance vis-à-vis du client, c'est là où justement ça dérape et c'est très contre-productif pour soi comme pour le client. Ouais, il y a une citation, je crois, de Napoléon, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui dit aider, c'est honorer, donner, c'est corrompre. Qui veut dire qu'en fait, parfois, on veut donner plus et en fait, on se retrouve à créer une situation qui est moins bonne. Un exemple, ça va être, je vais prendre mon propre exemple. Quand j'achète de l'accompagnement, des gens qui m'aident à mettre en place des choses, mais en fait, j'ai beaucoup de gratitude et beaucoup de respect pour le cadre mutuel, etc. Si j'achète de la prestation de service, parfois, et ben en fait, selon comment est mis le cadre, effectivement, je vais pouvoir être plus ingrat, on va dire plus exigeant, etc. et moins satisfait alors que les gens me donnent plus. Et je le vois aussi parce que moi, je délivre les deux, de l'accompagnement et de la prestation de service. Et je vois que parfois, des clients en accompagnement avec un cadre très clairement défini, ils sont très contents, ils ont beaucoup de gratitude de collaborer. Et d'autres en prestation de service, si on n'a pas bien mis le cadre, on va donner encore plus. Et eux, ils vont, effectivement, il y a ce rapport qui peut se mettre en place. Justement, concrètement, comment toi, tu poses le cadre dans tes séances et comment un coach qui a un trou dans la raquette là-dessus pourrait s'en inspirer? Alors, pour faire simple, ce que j'aime bien, en fait, c'est mettre les conditions. Alors, je crois qu'il y en a 2 que je vais pouvoir donner simplement. Enfin, on peut aller jusqu'à 3, mais il y a une première condition qui est pour moi fondamentale. C'est de mettre dans le cadre, en fait, de mettre tout ce qui me donne de la liberté à moi en tant qu'accompagnant. Donc, je fais simple. Surtout, ça c'est un point capital, tout ce que vous mettez dans le cadre doit être formalisé par un contrat. C'est normalement la loi.
Tout le monde ne le fait pas, je le sais, sur le marché du coaching, il y a plein de gens qui n'appliquent pas ce concept. Mais à partir du moment où vous avez une relation avec un client commercial, il vous a donné de l'argent, vous l'accompagnez, mettez un contrat en place. Écrivez noir sur blanc ce que vous allez faire pour lui et dans quel objectif vous allez l'accompagner. Et surtout, les contours de ce contrat vont vraiment être le cadre de la relation que vous créez avec lui. Donc, à l'intérieur, c'est tout ce qui est au niveau logistique, le nombre de séances, tu vois, tous les trucs habituels, comment est-ce que le client peut te contacter pour éviter justement de tomber dans l'accompagnant secrétaire. Moi, par exemple, il y a une clause très simple. Je suis marié, j'ai des enfants et tous mes clients le savent. Le week-end, samedi, dimanche, sauf si tu es en train de mourir et qu'il y a le feu chez toi et que tu veux m'appeler, là, tu peux m'appeler. Mais je veux dire, on n'est pas dans des métiers où on sauve des vies. D'accord? On n'est pas, me concernant, je suis avec des dirigeants du digital qui sont quand même à des niveaux avancés. Ils sont comme moi, ils ont des familles le week-end, etc. Donc, très clairement, mettre un cadre sur le temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour un coach et pour un accompagnant. Chaque minute qu'on passe avec un client, c'est du temps qu'on enlève ailleurs. Et le nombre de coachs qui me disent « Ah oui, mais ce client, je l'aimais trop, alors on est resté, au lieu de rester 1 heure, on est resté 3 heures. » Mais quelle grosse connerie! Grosse connerie pour ton entreprise. Chaque fois que tu donnes de ton temps, c'est la valeur que tu donnes à ton coaching que tu réduis. Et ce temps-là que tu enlèves dans ton entreprise que tu aurais pu mettre ailleurs, dans la prospection, pour trouver des clients, pour faire tout un tas d'autres choses en fait. Et ce qui est important là-dedans, c'est ce contrat qui va donner encore plus de valeur aux séances. Puisque le client se dit « je n'ai qu'1 heure ». Donc, le client est beaucoup plus focus, il est beaucoup plus concentré et du coup, il s'investit beaucoup plus. Et c'est nous, en tant qu'accompagnants, qui devons mettre l'accent là-dessus en posant ce cadre contractuel, en mettant vraiment un cadre sur le temps. Ça, c'est la première liberté. Donc, par exemple, moi, mes clients peuvent me contacter de 9 h à 19 h tous les jours et je m'adapte aussi un peu à leur rythme parce que j'ai des clients un peu partout dans le monde. J'en ai à Dubaï, j'en ai au Brésil, au Canada, etc. Donc, ils sont un peu partout dans le monde. Donc, moi, je m'adapte surtout en fonction des fuseaux horaires et des problématiques qu'ils ont, eux, en termes d'horaire. Donc, à partir de là, une fois que le cadre est posé sur le timing, le deuxième cadre, et celui-là, pareil, je vous invite à l'écrire, c'est comment vont se passer les séances. Donc si par exemple, vous vendez des séances d'1 heure, à l'intérieur des séances, quels sont les standards de la séance? Et là, c'est très important, il doit y avoir un début, donc un déroulé, comment ça se commence et comment ça se termine. Mais surtout, à l'intérieur, et tu m'as déjà vu faire là-dessus, Baptiste, c'est... Moi, il y a 3 prérequis que je donne à quasiment toutes mes conférences, tous mes clients, à tous ceux que je coach, je leur donne ces 3 prérequis qui sont fondamentaux pour moi. Mais ça me crée de la liberté. Moi, je me sens libre d'être moi. En fait, j'ai adapté ce truc pour que moi, j'ai pas d'effort à faire pour être moi-même. C'est simple. Chaque fois que j'accompagne quelqu'un, le premier prérequis, c'est que je vais être en sincérité radicale avec toi. C'est-à-dire que je vais pas mâcher mes mots pour te dire les choses et je vais être très frontal avec toi. Ça va être brutal, ça va être parfois abrupt, mais ça fait partie de mon process. Je suis comme ça. Je peux pas le changer. J'ai essayé de m'adoucir, ça ne marche pas. J'ai essayé d'être plus gentil, ça marche pas non plus. Donc, j'ai pris ce prérequis au pied de la lettre en disant, je vais être en sincérité radicale avec toi, je vais te dire les choses comme elles me viennent, mais à ma manière. Parfois ça plaît, parfois ça plaît pas, c'est ok, chacun y prend ce qu'il a à prendre. Le deuxième prérequis, c'est que je suis quelqu'un qui me forme vraiment, mais continuellement, et ça fait plus de 20 ans que j'ai vraiment un panel d'outils de la science du comportement humain très large. Donc en fait, je suis connecté spirituellement à tous mes outils et à mon corps, et à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, ça active en fait tous mes capteurs, si tu veux, de logique, d'émotion, d'intuition, etc. Et pour ça, en fait, je préviens la personne que je vais lui couper la parole assez régulièrement. Et en faisant ça, je m'autorise moi-même à « stop, arrête, là tu es en train de dire un truc ». Et là, la personne, elle n'est pas surprise quand je la coupe, tu vois. Là, je lui annonce clairement ce qui va se passer. Et en faisant ça, je m'autorise, moi, la liberté
à dire les choses comme moi je le pense sur l'intuition que je viens d'avoir. Ça se fait pas beaucoup en coaching parce qu'en coaching, on va plus poser des questions, etc. Mais ça, c'est un truc que je fais moi parce qu'aujourd'hui, avec ma pratique et avec tout ce que j'ai comme casquette de coach, de mentor, de formateur, parce que je fais de la formation aussi, je réunis toutes ces casquettes pour m'autoriser cette liberté-là et pour me dire oui, si ça peut apporter la personne un nouveau déclic, si ça lui permet de shifter plus rapidement, je vais le faire. Et parfois, c'est pour ça que je laisse l'opportunité à la personne de lui dire est-ce que ça te convient ou est-ce que ça te convient pas, est-ce que ça résonne ou pas en toi. Et la personne est libre de me dire non mais ça me parle pas du tout ce que tu dis ou oui ça me parle, vas-y continue. Et le troisième prérequis, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la vulgarité bienveillante. Je pense que tu me connais en off. Je suis quelqu'un qui peut aller facilement dans la vulgarité, mais je le fais beaucoup plus facilement dans les coachings, simplement pour libérer la parole. Ce qui a provoqué ce déclic chez moi, c'est Tony Robbins, parce que Tony Robbins, quand il coach des gens, il va en fait mettre des mots MOTS sur des mots MAUX très vulgaires et profonds, parce que les personnes en face, elles ont en fait des problématiques extrêmement profondes aussi. Et il y a un moment où la bienveillance de coach, elle a ses limites aussi. Et cette vulgarité bienveillante, moi, elle me permet simplement d'appeler un chat et de dire arrête de te raconter de la merde, dis-moi ce qui est ta vérité. Et le simple fait d'utiliser des mots vulgaires délie la parole. Et tu peux me croire, souvent, la parole, elle est ici, tu vois. On a en fait une incapacité, une boule dans la gorge pour sortir ces mots-là. Et la vulgarité permet de le sortir, mais je l'ai compris à force de travailler justement avec mes profs en PNL, en coaching, etc. Et en fait, c'est un processus émotionnel qui fait qu'on bloque en fait certains mots en nous, MOTS, qui créent des mots à l'intérieur dans le corps, dans le muscle en fait. Et c'est ça qui, moi en tout cas, c'est la méthode qui est la plus écologique à moi, à mon identité, pour pouvoir le faire sortir. Donc, pour résumer, très simplement, plus le cadre est clair, donc avec un contrat, avec des horaires bien précis, avec ta méthodologie à toi et tout ce qui peut te libérer pour être toi, ça, c'est ce qui va permettre d'avoir un cadre où le coach se sent libre de faire les choses sans être dans une relation toxique où le client est plus et le coach moins. L'objectif, c'est d'être d'égal à égal. Et peu importe, tu sais, j'ai coaché des dirigeants à plusieurs millions et ils arrivent tous avec leur ego comme ça, tu sais. Ouais, t'as vu, moi je fais tant de millions, machin, mais rien à foutre. Mais va te faire foutre avec tes millions. En fait, si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as un problème et que potentiellement je vais t'aider à le résoudre. Et c'est souvent ça, tu vois, qui est important, c'est de remettre en fait l'église au centre du village. C'est que si les personnes viennent vous voir, c'est qu'il y a un truc qu'elles veulent régler et qu'elles n'ont pas su régler toutes seules. Donc simplement se remettre au même niveau que l'autre et simplement être OK en fait avec le fait que vous pouvez l'aider quoi qu'il arrive, quoi. Tu as des anecdotes de ce cas de figure? Alors évidemment sans citer les personnes, mais de Toi, cas. tu veux les dossiers secrets, toi. Moi j'adore les gossips. Non, mais où tu vois le fait de poser le cadre a été challengeant et justement où tu sais que tu as gagné des heures finalement en prenant un raccourci comme ça, ou si tu n'avais pas fait ce travail-là, tu aurais pu tourner en rond avec la personne, quoi. Alors, il y a pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, alors 1 an et demi, ça remonte déjà à un moment, mais 1 an et demi de ça, évidemment, je donnerai pas de nom, rien, mais un entrepreneur qui est quand même, je pense, multimillionnaire, il m'a pas donné tous ses chiffres, mais millions et multimillions facile. Le mec, grosso modo, c'est à l'entrée, en fait, j'ai pas fait le cadrage comme je le faisais habituellement avec lui parce que cette personne, je l'ai prise trop rapidement. Et je m'explique aussi, ça c'est une erreur aussi de cadrage de départ, c'est que la phase de prospection, c'était une mise en relation avec quelqu'un en fait qui a vraiment, qui n'était pas forcément en match avec moi, mais sur recommandation, elle s'est dit bon apparemment c'est toi l'expert machin, donc je viens de parler, etc. Et c'était entre deux rendez-vous, et moi j'ai pas fait mon cadrage habituel, et j'ai pas posé mes règles, et je l'ai accepté trop vite. Donc comme je l'ai accepté trop vite, on est tombé dans cette relation où ah oui, mais on m'a dit que c'était toi l'expert, donc sauve-moi. Et je suis tombé là-dedans comme un débutant il y a 1 an et demi de ça, vraiment, alors que ça fait 8 ans que je fais ça. Et j'ai pas vu le red flag. Le red flag, c'était la phase de prospection où j'ai pas posé le cadre. Et là, c'est mon erreur. Parce que à ce moment-là,
J'aurais dû lui faire passer un entretien comme tout le monde et je me suis simplement précipité sur cette phase-là où j'ai pas pris le temps de lui poser ces questions-là. Et en fait, je l'ai payé après puisque la relation en fait s'est terminée au bout de 2 mois, je crois, où oui, je ne suis pas comblé par ce que tu m'apportes, etc. Donc il y a eu on a fait une rupture de contrat conventionnel chacun de son côté, donc accord amiable, tout s'est bien terminé. Mais mon erreur, pas de cadrage au niveau de la prospection. En fait, tous les clients qui rentrent avec moi doivent d'abord me voir, c'est-à-dire dans cette phase où ils sont pas mes clients, et pas simplement s'appuyer sur une recommandation qui m'a été faite et me dire non mais t'inquiète, c'est la bonne personne pour toi, oui toi aussi fais confiance. Non, en fait, si cette personne ne respecte pas mon cadre, je ne la prends pas. Et ça, je ne l'ai pas fait au départ à la prospection et ça m'a coûté vraiment des efforts après parce que cette relation, elle est toxique. Elle remet en question aussi tu sais, ta pratique parce que tu dis putain, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, machin. Mais ça, tu ne le comprends qu'après. Parce que quand il est parti, c'est là où j'ai fait la rétro. J'ai réanalysé en fait toutes les étapes que j'ai eues avec lui. Et en fait, c'est pareil. Je me fais superviser à l'année. J'ai un coach, un superviseur au-dessus de moi, avec qui on a refait les étapes. Il m'a dit regarde, là, qu'est-ce que t'as pas fait? Et là, j'ai repris. Je suis oh, putain, oui, la phase de prospection. Et en fait, cette phase-là, j'ai pas cadré la relation d'entrée de jeu ici, et je l'ai payé après en fait. Donc, quoi qu'il arrive, chaque fois qu'on ne respecte pas son cadre, ses protocoles, son identité, un moment ou un autre, le client, pour moi, c'est pas méchant, c'est pas un client méchant, pas du tout. C'est un client professeur. Il m'a appris quelque chose. Il m'a appris en fait que quand je me respecte pas, derrière j'en paye le prix fort. Et c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Et c'est pour ça que ce client, je le remercie aujourd'hui parce que il m'a appris un truc. Et franchement, c'est à des niveaux pareils, on parle en milliers d'euros, j'ai dû lui rembourser quand même quelques milliers d'euros, et derrière, forcément, ça a un impact financier, psychologique, émotionnellement, j'étais pas bien. Mais il a fallu que j'aille débunker ça, comprendre pourquoi, que je prenne mon superviseur qui me dise « Ouais, mais regarde, là, ta merde est là, etc. » Il y a un moment où, tu vois, si on se respecte pas sur ce cadre-là, la suite peut être très merdique. Si vous en voulez plus, c'est pas le seul apprentissage de Mehmet, puisqu'on a fait une autre vidéo qui est les apprentissages de Mehmet après avoir coaché des entrepreneurs multimillionnaires. Alors c'est extrêmement putaclic comme titre parce que on aime bien, mais pour le coup, vous serez servi là-bas. En tout cas, merci Mehmet. C'était un plaisir de vous avoir sur Parole de Coach. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît, si vous détestez et qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Nous, ça nous aide aussi à orienter un peu tout ce qu'on va pouvoir partager. Bah écoute, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Salut!